Oubliez le climat politique du moment, oubliez les menaces nombreuses, écologiques, économiques, terroristes et j'en passe, qui pèsent à chaque instant sur nos épaules. Ce monde désordonné, chaotique, violent, notre invité s'en est extrait pour essayer de le comprendre. Dans son livre « Je cherche à comprendre », il l'observe, bienveillant, il relève des schémas, des formes récurrentes, des codes, comme autant de signes d'harmonie. Le futur n'est plus individualiste, isolé, mais au contraire interconnecté, symbiotique, apaisé. Adieu l'intelligence artificielle totalitaire, bonjour à l'hyper-humanisme collectiviste. Dans Je cherche à comprendre, il semblerait que Joël de Renet cherche également à réconcilier. Et c'est avec Joël de Renet que nous allons passer l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Joël de Renet. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation pour ce livre. Donc, je cherche à comprendre aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, on ne vous présente plus, mais il faut tout de même que je rappelle quelques éléments biographiques qui seront certainement éclairants pour notre heure d'entretien. Vous êtes docteur en chimie organique et prébiotique. Vous avez travaillé entre autres à l'Institut Pasteur et au MIT. Vous êtes aujourd'hui président de la Société Biotics Internationale, conseiller de Bruno Macquart, le président d'Univers Sciences, c'est la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la Découverte. Vous êtes également officier de la Légion d'honneur, pionnier du surf en France, sans oublier homme de radio, puisque vous avez tenu pendant près de 10 ans une chronique scientifique chez le confrère d'Europe 1, et vous venez donc de publier « Je cherche à comprendre » aux éditions Le Lien qui libère. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Oh non, vous n'oubliez rien, en fait, il y en a trop. Alors, ma première question sera la suivante. Vous avez entendu tout à l'heure, à l'instant, ma petite introduction, Joël de Renet. Est-ce que vous êtes un indécrottable optimiste ? Est-ce que vous cherchez non seulement à comprendre, mais aussi un peu à apaiser dans ce livre ? En général, j'essaye de faire les gens aimer le futur, et en tout cas le vouloir. Et pour avoir envie du futur, et pour pouvoir l'aimer, il faut le décrire d'une manière positive et constructive. Alors, ce sont les deux mots que j'emploierais plutôt que optimiste, parce que optimiste, on l'oppose souvent à pessimiste. Et c'est c'est ou l'un ou l'autre. Moi, je pense qu'il y a des tas de nuances entre les deux. On peut être, comme le dit très bien Edgar Morin, un opti-pessimiste, c'est-à-dire en fait un optimiste inquiet, ce que je suis moi plutôt. Et dans mon livre, je suis à la fois créateur, optimiste, mais préfère les mots de constructif et de positif. J'essaye d'être constructif, j'essaye d'être positif. Vous êtes critique envers un certain nombre de choses de la société actuelle, contemporaine. On va le voir et on va l'entendre au cours de cette heure. Mais malgré tout, l'avenir, le paysage que vous dessinez à l'horizon est vraiment plutôt un paysage apaisé. Apaisé, je préfère le terme. En fait, je suis prof et comme tous les profs ou les communicateurs scientifiques, j'essaye de faire comprendre, de rendre les gens plus intelligents. Ou en fait, quand ils ont écouté des profs comme moi, ou comme il y en a beaucoup d'autres, ils disent « Ah tiens, je me sens plus intelligent ». Et se sentir plus intelligent, le mot intelligence, ça veut dire intelligere. Ça veut dire relier ensemble. C'est pourquoi moi j'ai toujours adopté une approche systémique, une approche globale pour essayer d'expliquer des choses compliquées qui ont l'air séparées quand on les prend une par une dans les médias, dans la presse ou dans son éducation pour leur montrer comment relier. Parce que pour moi, intelligence et intelligere et la culture, c'est de relier, c'est d'intégrer des éléments épars dont on reçoit des bribes dans le monde d'aujourd'hui, par les médias ou par l'éducation, je viens de le dire, et en même temps de les intégrer pour donner du sens à notre vie. C'est ça que j'essaye de faire. Donc c'est une vision apaisée. Parlez-nous un peu de la genèse de ce livre, de ce titre notamment, Je cherche à comprendre, point de suspension. Ça n'est pas une affirmation, ça ouvre sur des questionnements, c'est presque un questionnement. C'est un questionnement, évidemment. Alors, si vous voulez, ce livre est né déjà depuis longtemps dans ma tête, après les livres Les origines de la vie, le macroscope, où j'essayais de décrire toutes les disciplines connectées les unes d'entre elles, l'homme symbiotique en 1995, où j'essayais de montrer comment de plus en plus nous allons relier notre cerveau directement aux machines qui nous entourent et à l'écosystème numérique dans lequel on est. Je cherchais les moyens d'expliquer comment les codes secrets pour le public, des codes que le public comprend pas bien, mais que les scientifiques essayent de décrypter depuis déjà très longtemps, sont à la base de toute une série d'informations qui créent de la complexité dans l'univers. Comment on passe du simple au complexe ? Comment la complexité crée des propriétés émergentes qui s'appellent la vie, qui s'appellent la conscience planétaire, réfléchie, etc. Donc je me suis dit, il faut que je trouve le lien.
Et ce lien, je l'ai trouvé par les codes, d'une part, et deuxièmement, j'ai trouvé le titre du livre par une phrase qui est la dernière phrase prononcée par Jacques Monod, qui a été mon maître à penser à l'Institut Pasteur. C'est lui qui m'a fait revenir, quand j'étais aux États-Unis, à l'Institut Pasteur. Et donc, Jacques Monod, sur son lit de mort, la dernière phrase qu'il a prononcée devant sa famille, c'était cette magnifique phrase « Je cherche à comprendre ». Sous-entendu, toute ma vie, j'ai cherché à comprendre et je continue à chercher à l'heure de ma mort. Et en même temps, peut-être qu'il n'a pas voulu le dire, mais moi, j'estime qu'il voulait le dire. Je cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a après. Et ça, c'est ça qui me fascine. C'est pas tellement sous un angle religieux, c'est plutôt sous l'angle d'une spiritualité laïque. Je me pose la question de l'importance d'une vision spirituelle du monde pour nous aider à mieux comprendre le monde et à l'intégrer dans différentes facettes multiples et en général qui conduisent à un foisonnement tellement d'informations qu'on est soumis à une forme d'infopollution, où on le dit souvent d'infobésité, il y en a trop. Et dans ce livre, j'essaye de décrire les moyens, les codes simples qui permettent de comprendre comment, si on les réutilisait, pas en les détournant pour notre propre pouvoir, mais si on les réutilisait ensemble pour construire le monde de demain, on pourrait construire un monde meilleur. Vous l'évoquez, vous parlez de spiritualité laïque. C'est aussi un peu une quête teintée de mysticisme, diriez-vous, Joël de René ? Non, j'irai pas jusque-là. Vraiment pas jusqu'au mysticisme. J'emploie en exergue dans l'ouverture de mon livre cette phrase d'Einstein qui dit la religion cosmique du futur ne sera pas une religion fondée sur des théologies, fondée sur le dogme, mais fondée sur la perception de l'unité de la nature en toutes choses, naturelles et spirituelles. Et ça m'a beaucoup frappé. Et c'est pourquoi la spiritualité laïque à laquelle je fais référence, c'est en fait l'ouverture de l'homme aux autres, à tout, avec une vision humaniste, tenant compte de principes fondamentaux que toutes les religions ont cherché à promouvoir depuis toujours. Le respect de l'autre, de ne pas tuer son prochain, d'essayer de faire le bien autour de soi. Donc finalement, par la spiritualité laïque, on en arrive à toute une série de principes fondamentaux des religions, sans être religieux soi-même. Je voulais effectivement citer cette épigraphe d'Einstein. Il y en a un autre qui est assez éclairant sur l'ambition, en tout cas la problématique que vous cherchez à circonscrire dans ce livre. C'est c'est un épigraphe de John Lilly qui était chercheur et voilà donc cette épigraphe. Le miracle de l'univers, c'est que l'univers a créé une partie de lui-même destinée à étudier l'autre partie et que cette partie à s'étudier elle-même finit par retrouver le reste de l'univers dans sa propre réalité naturelle et intérieure. C'est un peu tout le résumé de mon livre. Et c'est pour ça que j'ai cité John Lilly, qui était un peu un chercheur tabou à l'époque de Timothy Leary, parce qu'il était très lié à cette évolution de la drogue douce, mais aussi des drogues plus lourdes. Des hallucinogènes. Voilà, les hallucinogènes, le LSD, la mescaline, la psilocybine. Donc il était considéré un peu comme un chercheur tabou dont on ne parlait pas, mais je trouve que cette phrase est tellement extraordinaire qu'à comprendre l'autre côté de la nature, on arrive à le transposer dans nous-mêmes, à nous comprendre dans l'unité de la nature. C'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre. C'est une question qui ressort d'ailleurs même parfois en physique fondamentale sur la question de l'explication anthropocentriste ou anthropomorphe de l'univers. L'univers n'existe-t-il que pour nous, que parce que nous sommes là ? Et ça fait partie un peu des questions que vous abordez. Et du bouddhisme. C'est une grande vision de la physique théorique moderne, de la physique quantique. Est-ce que la nature qu'on observe réellement, c'est la nature qui existe réellement, ou c'est la transposition que nous y mettons dans notre cerveau ? Alors, dans ce livre, il y a deux grandes parties. Il y a une première partie qui est le sous-titre d'ailleurs de votre livre, Les codes cachés de la nature, et puis une deuxième partie dont nous parlerons tout à l'heure, qui est un peu plus prospective. Commençons par le début. D'où part l'idée de décrire ces codes cachés ? Quels sont-ils, ces codes cachés, Joël de René ? Alors d'abord, les codes cachés. Pourquoi cachés ? Parce que le grand public les connaît peu ou mal, ou par des illustrations diverses dans les encyclopédies ou dans la presse. Les scientifiques sont depuis longtemps dessus. Pythagore, quand il a parlé de l'harmonie musicale à partir des mathématiques, ce sont des codes mathématiques qui permettent d'évoquer dans notre esprit des sentiments d'harmonie et donc des émotions. Comment est-ce que des codes mathématiques peuvent créer des émotions ? Pythagore l'avait déjà dit depuis bien longtemps. Et là, je vais vous faire une série de noms, mais je vais expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. On va trouver ce qu'il y a en commun. Des mots comme les structures fractales de Benoît Mandelbrot, des mots comme la théorie du chaos de Lorentz,
la morphogénèse d'Alan Turing, les structures fondées sur la série de Fibonacci ou sur le nombre d'or, ces différents éléments, ou même des structures temporelles chimiques comme les réactions de Belousov-Jabotinsky, qui sont en chimie des réactions extraordinaires, qui sont réversibles, conduisent à des extraordinaires couleurs et des formes qui ressemblent à des formes biologiques. On va mettre une image sur le fil Twitter de l'émission. Reviennent en arrière, reviennent en avant, etc. Des coquillages, des galaxies, des structures. Ce qui est passionnant dans tous ces éléments, c'est que toutes les théories ou les structures dont je viens de parler ont en commun une chose, c'est que le simple permet de créer du complexe. Ça, j'en ai fait l'expérience des quantités de fois. Avec mes étudiants devant un écran d'ordinateur en couleur, je leur donne des morceaux d'équations mathématiques de Benoît Mandelbrot, mais très simples, tellement simples qu'il suffit d'une demi-ligne pour les écrire sur un papier. En programmant ça dans leur ordinateur et en créant une boucle de rétroaction positive qui l'amplifie à chaque fois, ils sont stupéfaits de voir sur l'écran de leur ordinateur, en couleur, des formes. Mais ils sont non seulement d'une beauté extraordinaire, encore l'harmonie de la nature, mais en plus de ça, qui ressemblent au biologique, au vivant. Des formes fractales, on a évoqué aussi les côtes de la Bretagne, qui sont une forme de fractale et qui sont pas loin aussi d'une certaine forme de psychédélisme que vous évoquiez tout à l'heure. Exactement, c'est relié. Et prenez l'exemple aussi de Lorentz et de la théorie du chaos, ce mot extraordinaire de ce qu'on appelle les attracteurs étranges. Qu'est-ce que c'est qu'un attracteur étrange? Ce sont des formules mathématiques qui, répétées en elles-mêmes, conduisent le désordre à s'organiser d'une manière tout à fait imprévisible. L'imprévisibilité qui naît de l'organisation du désordre. Donc, si vous voulez, les codes sont là. Les codes sont là, simplement, je pense que peu de gens avaient fait la démonstration d'essayer que dans le domaine de la chimie, c'est mon domaine, dans le domaine de l'astrophysique, dans le domaine économique, dans le domaine sociétal, dans le domaine biologique, on peut démontrer ces codes en action. C'est ce que j'ai essayé de faire avec des exemples précis. Mais alors, on va reparler de certains de ces exemples, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que vous éprouvez ce besoin d'ordonner, de trouver vous-même, de créer cette harmonie en reliant entre eux différents concepts scientifiques, aussi bien pythagoriciens, vous l'avez dit, que la morphogénèse, tout ce que vous avez cité, la théorie du chaos. Quel est ce besoin d'ordonner, Joël de René? Alors, c'est pas d'ordonner, c'est de faire des synthèses. C'est la synthèse, si vous voulez. J'ai eu la chance extraordinaire et l'amour d'avoir un père artiste, un des plus grands artistes de notre époque, des années 50, 70, 80. Une mère russe extrêmement poétique et à la fois rationnelle. Et donc, j'ai toujours eu, disons, peut-être un don. Alors, je m'excuse de parler de don, c'est peut-être me mettre un peu trop en avant, mais pour la synthèse. C'est-à-dire qu'à partir d'éléments, j'arrivais à reconstituer l'intégration de ces éléments dans un tout. Ça, je l'ai fait tout le temps, pendant mes lectures, pendant mes études et maintenant. Et si je suis chimiste, c'est pas non plus un hasard. C'est qu'est-ce que le chimiste fait? Des synthèses. C'est-à-dire qu'il prend des petits éléments atomiques ou moléculaires et il les reconstitue dans des trucs très compliqués, la molécule de chlorophylle, de l'hémoglobine ou des protéines. Et la synthèse avec les mots, la synthèse avec l'élocution, la synthèse avec les phrases, la synthèse par l'observation de la complexité du monde, plus l'intuition, m'a donné ce sentiment que je ne me suis pas trop trompé. Alors, ça paraît assez prétentieux de le dire, mais quand je regarde ce que j'ai écrit dans le Macroscope en 1975, où je prévoyais le réchauffement climatique, les biotechnologies, Internet et beaucoup d'autres choses, je m'aperçois que cette intuition m'a servi à dégager des tendances convergentes. Et c'est de ces tendances convergentes que je fais aujourd'hui ma prospective, que je décris dans mes livres ou dans mes conférences ou dans mes émissions de radio ou de télévision. Alors, expliquez-nous à quoi vous amène justement effectivement ce constat que plusieurs codes, plusieurs séries de codes naturels, ou en tout cas analysés comme tels par les sciences, par les mathématiques, par la physique, par la chimie, à quoi vous amène cette convergence des codes, Joël de René? Deux choses, je dirais. La première des choses, c'est ce que j'appelle dans le livre l'unité de la nature et l'harmonie. C'est-à-dire que la nature, entre guillemets, utilise les mêmes trucs. Comme une sorte de magicien ou de magicienne, elle prend un truc qui marche et elle le réutilise. D'ailleurs, François Jacob, prix Nobel, a eu cette phrase extraordinaire. Il a dit « la nature bricole ». La nature prend un petit morceau ici, un autre petit morceau là et le recombine. Donc la première des raisons, c'est ça. C'est la nature utilise les mêmes trucs. Et la seconde raison, c'est que de la complexité naît des propriétés émergentes. Alors là, il y a deux attitudes philosophiques. Il y a les spiritualistes, au sens religieux du terme, qui pensent qu'il y a une forme de transcendance, c'est qu'il y a un programmateur général qui programme avec une fin dans la tête, si j'ose parler de tête,
une forme de finalité de la nature. Et puis il y a une autre vision plus scientifique, plus matérialiste, plus rationaliste, qui pense que la complexité fait émerger. Il y a la transcendance, l'immanence et l'émergence. Pour moi, c'est ni la transcendance ni l'immanence, c'est l'émergence. Et c'est ce qu'on constate, c'est ce que je constate comme scientifique depuis des décennies. C'est que des systèmes complexes combinés entre eux, reconstruisant un niveau de complexité supérieur à celui d'où ils sortent, créent un nouveau paradigme dans lequel émergent des propriétés nouvelles qui s'appellent la vie, ensuite la pensée, ensuite la conscience réfléchie, ensuite l'économie de marché, ensuite le réseau planétaire d'Internet. À chaque fois, des propriétés nouvelles émergent qu'on ne peut pas prédire. C'est ça qui me fascine, qu'on ne peut pas prédire des propriétés des constituants. Même avec la chimie, on connaît la propriété du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, mais CHON assemblés dans des structures différentes créent des protéines ou des structures dont vont émerger les propriétés vitales. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'harmonie, l'unité de la nature et l'émergence de propriétés nouvelles. Dites-nous un mot, parce que c'est un concept que vous développez, auquel vous vous attachez beaucoup dans ce livre « Je cherche à comprendre ». Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous parlez d'Alan Turing, mais pas Alan Turing, qui pourtant est, lui, connu pour son travail sur les codes, en cryptographie, son fameux déchiffrage de la machine allemande Enigma. Mais ce qui vous intéresse, c'est le Turing de la fin, les travaux de la fin de sa vie, 1952. Sur un modèle biomathématique de morphogénèse. Qu'est-ce que c'est, Joël de René ? Absolument. Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup plus Alan Turing comme un des inventeurs de l'ordinateur. Père de l'informatique, oui. Voilà, un des pères de l'informatique. Celui qui a décrypté le code Enigma, vous l'avez dit. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, et je crois que l'apport fondamental d'Alan Turing, c'est la théorie de la morphogénèse. Qu'est-ce que morphogénèse ? Ça veut dire genèse des formes. Et encore une fois, on en revient à des codes simples. Et Turing a montré que des codes très simples permettent d'expliquer le pelage des animaux. Par exemple, pourquoi la panthère a tel type de rayure, pourquoi la queue du chat est rayée d'une certaine manière et pas horizontalement mais latéralement, pourquoi les zèbres ont tel pelage. Et il l'a expliqué par un phénomène qui est en fait un phénomène extrêmement intéressant qui ressemble à la théorie du chaos, c'est-à-dire que certains pigments, la mélanine, peuvent être diffusés dans un environnement et inhibés par un autre produit chimique. Là, ils s'arrêtent. Mais ensuite, ils rediffusent. Et à distance, ils créent des raies. Il crée des taches depuis le pelage de la girafe à celui du guépard ou du léopard. Et le plus extraordinaire avec Turing, c'est qu'il a vu ça avant tout le monde, la morphogénèse chimique, mais que surtout, grâce à l'ordinateur, dans lequel il a été un des pères, on peut créer par des simulations d'ordinateur, et j'ai d'ailleurs des illustrations dans mon livre qui le montrent, les taches du léopard, les taches des coquillages. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que de la prédiction de Turing à la réalité informatique aujourd'hui, on peut démontrer le lien. Et alors, ça m'a fait penser, vous l'évoquez, mais à mon avis, je voulais avoir votre réaction là-dessus, Joël de René. Ça m'a fait penser tout ça à cet article célèbre aujourd'hui de Richard Hamming en 1980 qui évoquait la déraisonnable efficacité des mathématiques. J'aime bien le mot déraisonnable efficacité, et ça me rappelle aussi une phrase d'Edgar Morin. L'homme déraisonnable plutôt que la raison humaine. C'est dans cette forme de déraison qu'il y a des failles. Et dès le moment où il y a des failles, il y a une possibilité d'entrevoir un autre monde, une cassure. Je pense que dans nos esprits, on a besoin souvent de cassures. On appellerait ça aujourd'hui avec le mot à la mode de disruption. On suit des évolutions continues dans notre cerveau, il y a l'intuition qui relie, mais il y a la disruption qui casse. Et la cassure de la disruption, l'irrationalité quelquefois qui évoque quelque chose en mathématiques, où l'irrationalité de notre cerveau, qui ne poursuit pas le même modèle de raisonnement, ouvre des portes absolument incroyables. On le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Je lisais ce matin un article du MIT, la revue Technology Review du MIT, que je viens de tweeter d'ailleurs, je l'ai retweeté, qui dit comment finalement, avec un ordinateur qui pratique le deep learning, on a des surprises dans la réponse adaptative et presque émotionnelle de votre ordinateur. Vous faites une bêtise, vous appuyez sur un bouton et la réponse de l'ordinateur n'est plus du tout un bing, comme on avait avant une cloche ou un sifflement, mais un mot. C'est un chatbot. Il vous parle, il vous dit quelque chose. Et quelquefois, on est surpris d'entendre la réponse de son ordinateur dans un véritable langage humain et ça évoque une autre idée, une autre piste. Donc là aussi, je suis d'accord avec votre phrase. Il y a une irrationalité dans la mathématique qui nous ouvre des brèches et dans ces brèches s'engouffre
l'invention, l'intuition. Mais justement, est-ce que le premier de ces codes, ça n'est pas précisément le code mathématique? Dans cette déraisonnable efficacité des mathématiques, Richard Hamming se surprend qu'en fait, cet outil mathématique, a priori créé par le cerveau humain, soit si efficace pour décrire le monde, pour décrire les fonctionnements du monde, pour en décrire les forces. Est-ce que c'est pas là le code initial, finalement? Pas tout à fait d'accord, parce que c'est un langage, c'est pas seulement un code. Avec ce langage, on peut faire des codes. Mais si je prends le code génétique, par exemple, le code génétique, il est fait à partir de 4 lettres. Ces lettres sont adénine, thymine, guanine, cytosine, qui se combinent dans toutes les possibilités et qui forment des mots, des phrases, des pages entières. Et ça, c'est un langage, le langage du code génétique. Mais c'est le langage du code génétique, comme il existe, je viens de dire, le langage des mathématiques. Moi, ce qui m'a passionné dans mon livre, ce qui continue de me passionner, c'est la simplicité des codes. Reprenons Fibonacci. Fibonacci est mathématicien du XIIe siècle, avant Léonard de Vinci. Il invente ce qu'on appelle la série de Fibonacci. C'est-à-dire qu'il suffit simplement, avec un crayon, un papier ou dans sa tête, d'additionner le nombre précédent. 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, 3, 3 et 2, 5, 5 et 3, 8, 8 et 5, 13, 13 et 8, 21, et on continue. Et en continuant, on a des nombres de plus en plus grands, et si on divise le plus grand par le plus petit, on obtient 1,6834 quelque chose, qui est le nombre d'or. Et ce nombre d'or se retrouve dans la nature, dans les plantes, dans les cristaux, dans l'architecture, puisqu'on l'a utilisé pour créer une architecture harmonieuse. Il se retrouve dans une forme de carte de crédit ou dans l'écran de l'iPhone, qui a été breveté pour ça. Parce que quand on demande à des gens le rectangle qu'ils préfèrent, on leur donne 100 rectangles différents, des étroits, des minces, des longs, des larges. 78% des gens choisissent le rectangle qui correspond au nombre d'or. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils le trouvent harmonieux, parce que ça correspond à ce qu'ils ont dans le corps eux-mêmes. Notre corps est fait selon le nombre d'or. La longueur de mon bras, de mes phalanges, le nombre 3, 5 de mes doigts, 5 doigts, 3 phalanges, 2 pliures. Tout ça correspond par la nature. Est-ce que c'est le reflet de cette nature engrammée dans notre corps qui nous fait voir l'harmonie de la nature en dehors de nous et reconnaître ces nombres, j'ai presque dit magiques, ces nombres secrets? Oui, qu'il y a une part de mysticisme tout de même là-dedans. C'est pas du mysticisme, c'est plutôt un étonnement. Un étonnement, comme je suis étonné par un magicien qui fait un tour devant moi que je ne comprends pas. Donc le mot magique, je le prends mystique, non. Donc si vous voulez, oui, il y a cette possibilité de faire en sorte que dans les brèches que vous mentionnez, dans l'irrationalité, dans les codes mathématiques, se glisse une possibilité d'intuition différente qui nous fait voir les choses sous un autre angle. Mais alors, du coup, ma question suivante sera celle-ci. Quid finalement du déterminisme si tout cet univers est organisé selon les codes que vous décrivez? Alors, non, justement, rappelez-vous le second nom du chaos. La théorie du chaos, c'est la théorie du déterminisme. C'est le chaos déterministe. Le terme est très intéressant. La théorie du chaos, beaucoup de gens ont l'impression que c'est une sorte d'anarchie, tout fait n'importe quoi. Et en se combinant n'importe comment, il y a des structures qui en résultent par hasard. Non, il y a des règles dans la théorie du chaos. C'est pour ça qu'il s'appelle le chaos déterministe. Et donc, pour en revenir à votre terme, il y a les deux. Il y a à la fois le déterminisme qui a fait conduire Jacques Monod à parler du hasard et de la nécessité. Le hasard, c'est le hasard qui crée la vie sur la Terre, mais la nécessité, c'est le fait qu'il faut de l'eau, il faut des acides aminés, il faut des protéines, et quand il y a de l'eau, des acides aminés et des protéines, ils s'embriquent les uns avec les autres d'une telle manière que des structures qui sont le futur milieu intérieur vont pouvoir éventuellement donner naissance à la vie. Donc il y a les deux. Il y a à la fois le déterminisme et la liberté. Le déterminisme et l'anarchie. Le déterminisme, c'est une forme de hasard. Il y a les deux ensemble, et ce sont ces deux ensemble qui créent l'extraordinaire variété de la vie et de la nature autour de nous. Et donc si on continue, si on poursuit votre raisonnement également, Joël de René, pourquoi finalement ces codes-là en tout cas, ne deviennent pas à un moment donné des codes prédictifs? Ben justement, c'est ce que j'essaye de dire dans les livres. Voilà, il y a deux choses, si vous voulez. Comme vous avez pu vous rendre compte dans le livre, il y a à la fois un scientifique émerveillé dans le début du livre par l'harmonie de la nature, l'harmonie des codes, les codes secrets, l'unité de la nature. En seconde partie, il y a un prospectiviste inquiet. Ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Alors, la prospective, si on les projette un peu plus loin, il y a une inquiétude de voir que les hommes récupèrent ces codes, le code génétique, pour modifier par le génie génétique, par le clonage, par l'organogénèse, le corps humain, modifier l'évolution de l'homme. Le code source,
de l'intelligence artificielle, c'est aussi un code. Donc il y a une forme de récupération. Alors il peut être prédictif, mais il peut être récupéré comme moyen de pouvoir. Et c'est ça que je décris assez longuement dans plusieurs pages, comment les codes de la nature peuvent être récupérés par les hommes à des fins de pouvoir, pouvoir commercial, pouvoir politique, pouvoir personnel, plutôt que de les comprendre pour que nous puissions construire, nous, l'avenir de la société dans laquelle nous sommes en fonction de ces codes. Pas seulement par biomimétisme ou sociomimétisme, mais par la possibilité de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière pour nous construire le monde qui vient dans le sens de la nature plutôt que contre elle. Oui, et puis il y a aussi une partie, on le verra tout à l'heure, très humaniste, notamment sur la dernière partie du livre. Est-ce que vous diriez, Joël de Ronev, est-ce que vous feriez vôtre une approche qu'on pourrait qualifier d'holistique ? Alors, je vais vous raconter une anecdote qui reprend ce mot. Quand j'ai été montrer mon livre Le Macroscope à Jacques Monod chez lui un samedi matin et qu'il n'a rien dit pendant 1 heure avec le livre entre ses mains, j'étais terrifié. Je disais rien, il disait rien. Et puis, à la fin, il lève les yeux vers moi et il me dit, il m'appelait toujours mon petit Joël. Il me dit, mais mon petit Joël, vous êtes un holiste. Et je lui dis, et vous êtes un matérialiste déterministe. Il se marre. Et un holiste, de holos en grec, le tout, ça veut dire quelqu'un qui voit les choses d'une manière globale et pas d'une manière détaillée. Moi, j'ai toujours essayé d'être systémicien, c'est-à-dire tenir compte de l'approche systémique qui voit la globalité, mais en même temps l'interdépendance de tous les parties et de tous les réseaux qui constituent ces systèmes complexes, que sont la vie, la société, l'écosystème. Donc je ne suis pas un holiste, parce que le holiste, c'est comme être vitaliste ou idéaliste. Ce sont des mots en iste que j'aime pas. Je ne suis pas vitaliste, même si je reconnais qu'il y a une force et une unité dans la nature. Et je ne suis pas donc holiste. Je reconnais le mot, mais je préfère dire que je suis quelqu'un qui intègre grâce à l'approche systémique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. I'm in a thrill, invited by a stranger feeling. I don't control my emotion anymore. He just a match of sincerity. I found the song on which can lean on. It's so crazy. Give me the power to see you beyond my memory. Give me the power to see you beyond my memory. Moment is understood to represent the other at every moment. Feeling is empathy, every time losing a shine of time. And it's I present in my mind. Who's that fairy who wanna fly with me? Who's that lady who wanna share that thrill? Who's that fairy who wanna fly with me? Who's that lady who
that's real. Il est 16h30, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Vous pouvez également nous suivre, vous le savez, chaque jour en direct sur le compte Twitter de l'émission @laméthode_FC, Twitter sur lequel notre invité du jour est extrêmement actif puisque nous passons toute cette heure en compagnie de Joël Derenay qui publie Je cherche à comprendre aux éditions Les Liens qui libèrent. Joël Derenay, je vais vous poser la question que je pose à tous les grands invités que nous recevons dans cette émission. La méthode scientifique. Qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique? Y a-t-il une méthode scientifique, des méthodes scientifiques? Qu'en pensez-vous? Je pense que la méthode scientifique, c'est une méthode rationnelle, une méthode de raison qui se fonde sur des faits et pas seulement sur des idées, pas seulement sur la répercussion des idées des autres, mais qui construit à partir d'une théorie, encore qu'il faut vérifier, des hypothèses, et à partir de cette hypothèse, une série d'expérimentations que l'on peut corriger, qui peuvent conduire à des erreurs, que l'on peut adapter. Donc, méthode scientifique est faite de raison, de théorie, d'hypothèses, d'expériences et d'évaluation des résultats de ces expériences, pas tout seul, mais en la communiquant à la communauté scientifique qui la juge, qui l'adopte ou qui la rejette. C'est la méthode que vous avez employée pour écrire ce livre. Toujours, d'abord comme scientifique moi-même, comme chercheur au MIT, à l'Institut Pasteur, avec les équipes que j'ai animées, j'ai toujours utilisé cette méthode, raison, hypothèse, théorie, expérience, confrontation avec les autres, pour savoir si on est dans la bonne voie ou pas. Je vous demandais, Joël Derenay, en tout début d'émission, si vous étiez un indécrottable optimiste. Vous m'avez répondu. J'y reviens parce que s'il est indiscutable que nous traversons en ce moment, non pas une, mais plusieurs crises au niveau planétaire, ça ne date pas d'hier. Écoutez cette question que vous posait Jacques Chancel dans Radioscopie, c'était en 1978. Alors, en ce moment, nous sommes en 78. Sommes-nous en danger? Parce qu'on nous promet les pires choses. Oui, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de dangers. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui disent la nature s'arrangera toujours, finalement, elle se rééquilibre. Et puis il y a ceux qui sont un peu les prophètes du jugement dernier, un peu comme les écologistes d'il y a 10 ans, si vous voulez, un peu l'école anglaise des écologistes. Tout va mal, le monde va aux limites de sa croissance, la pollution va nous étouffer, on va manger toutes les ressources énergétiques, etc. Je crois qu'il faut se situer entre les deux, dans le sens que ce qui est important, c'est les constantes de temps. C'est le temps qui reste à un système pour se réadapter. Notre organisme vivant, si vous faites la grève de la faim et que vous buvez quand même de l'eau, vous pouvez tenir le coup, vous pouvez survivre pendant 20, 30, 40 jours. Mais au bout d'un certain temps, votre organisme ne peut plus se réadapter. Il brûle les meubles de la maison, il mange ses propres protéines, ses équilibres se défont les uns après les autres et par réaction en chaîne, il est impossible de lutter. Ça devient irréversible. Eh bien, ce qui m'inquiète dans le monde d'aujourd'hui, c'est du fait de l'imbrication de tous les phénomènes, de l'interdépendance des problèmes, l'interdépendance par exemple de la crise énergétique avec la crise de l'alimentation avec celle du climat, de la crise du climat sur celle des engrais, etc. Du fait de l'interdépendance de tous ces phénomènes, je me demande si la constante de temps qui nous reste sera suffisante pour faire face et rétablir les équilibres. Voilà, Joël Derenay, c'était vous-même au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie en 1978. Alors, cette constante de temps, est-ce que nous en avons suffisamment pour régler tous ces problèmes et toutes ces crises? Non, j'ajouterais c'est encore pire. Aujourd'hui, je ne vais pas paraître pessimiste là, mais c'est encore pire parce que nous sommes dans une évolution exponentielle. Exponentielle, ça veut dire que tout s'accélère, et même au moment où ça s'accélère encore plus. Donc, dans une évolution exponentielle, il faut adopter une attitude de surfeur. Moi, je suis un surfeur dont je connais les vagues depuis très longtemps. Quand je suis sur une vague, je suis en déséquilibre contrôlé. Je ne suis pas en équilibre. J'ai besoin d'une information multidimensionnelle qui me vient de partout, du vent, de la marée, des autres surfeurs, de l'angle de ma planche. Et ça me permet de continuer ma trajectoire ou de sortir de la vague si je veux. Donc, je pense que face à une évolution exponentielle, alors que beaucoup d'industriels ou de politiques avec qui je discute me disent quand est-ce que ça va arriver, ce que vous nous prédisez, Monsieur Derenay. Je leur dis, le fait que vous posez cette question, c'est que vous êtes déjà en retard. Vous devriez être sur la vague du futur, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, mais soyez dans la dynamique du mouvement. Le seul moyen de prédire ce qui va arriver, le seul moyen de s'y préparer, le seul moyen de s'adapter, et le seul moyen de construire ce futur qui va de plus en plus vite, c'est de surfer la vague du futur, c'est d'être dans une vision dynamique du futur et pas dans une vision séquentielle, linéaire, analytique, cartésienne, traditionnelle. Voilà une allégorie
assez réjouissante, surfer la vague du futur. Je voulais aussi, Joël de René, vous soumettre cette question, puisque vous avez répondu à une interview dans laquelle qui se concluait par un portrait chinois, et à la question pour incarner l'intelligence, vous donniez 4 noms. Teilhard de Chardin, Elon Musk, Bergson et Camus. Alors moi j'aimerais savoir quel est le point commun, quel est le code caché derrière ces 4 noms, entre ces 4 personnages aussi distincts. La vision, d'une part, la vision du futur, les yeux braqués sur le futur, l'intérêt pour l'autre, le respect de la diversité, tous les 4, le respect des autres. Je vois quelqu'un comme Elon Musk, qui est un vrai entrepreneur capitalistique dans son réseau. Il passe son temps à écouter les jeunes, les étudiants, à discuter avec eux. Donc je dirais la vision, l'écoute, la confiance que l'on peut faire dans les gens pour se construire soi-même. Et moi, alors, j'aimerais, si vous deviez n'en choisir qu'un seul parmi ces 4-là, lequel serait-ce? Ce serait Teilhard de Chardin, parce que, en mettant de côté son côté jésuite, si vous voulez, religieux, ce que je ne suis pas, j'ai expliqué pourquoi. Malgré tout. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a fait une unité extraordinaire dans son œuvre entre les différents domaines scientifiques, qui a eu cette idée qui n'est pas prouvable scientifiquement, d'ailleurs je pense que ça ne vaut même pas la peine de la prouver, mais c'est une intuition extraordinaire de la loi de complexité-conscience. Plus les systèmes se complexifient, plus émergent de nouvelles propriétés, la vie, la conscience, la société. Et donc c'est cette vision dynamique, encore je parle de la surfer la vague du futur, c'est cette division dynamique qui m'a toujours habité depuis l'âge de 14-15 ans et qui m'a fait voir en fait que Internet était la figuration de ce qu'il appelait la noosphère. C'est-à-dire l'interconnexion de tous les cerveaux humains dans un réseau qui fait que quelque chose se dégage de plus que l'humain individuel seul, une forme d'intelligence collective. Donc je dirais qu'un des penseurs les plus modernes et les plus puissants du monde d'aujourd'hui, qui quand même s'est éteint dans les années 50, est le révérend Pierre Teilhard de Chardin, en mettant de côté son aspect religieux, le fait qu'il soit un prêtre et un jésuite. On enlève le révérend. J'aimerais poursuivre un peu ce portrait chinois, parce que je trouve ça toujours révélateur. Si vous deviez retenir un livre qui a été pour vous une révolution scientifique, intellectuelle, humaniste, littéraire. Alors, j'ai été très passionné par les livres de Bergson, les livres d'Einstein, Ce que je crois, Comment je vois le monde. Donc 2 personnes très différentes. Bergson d'une part avec la vision de l'intuition par rapport à l'intelligence. L'intelligence, comme il le disait, qui découpe, l'intuition qui relie. Donc découper et relier. La vision d'Einstein, Comment je vois le monde, avec cette espèce de, entre guillemets, de religion cosmique qui voyait comme quelque chose de détaché de l'idée théologique de Dieu. Ce sont des livres qui m'ont énormément frappé. Et puis, par la suite, si vous voulez, il y a des livres sur l'écologie et l'environnement, des livres de John Holland, des livres des penseurs du MIT que j'ai beaucoup lus, comme Kaufman, et ça m'a beaucoup impressionné. Plus récemment, si vous voulez, je suis très inspiré par les livres de Mathieu Ricard et de Wolff sur la méditation et le cerveau. Je trouve que la relation... Vous allez dire que c'est une idée fixe, mais malgré tout, on revient encore un peu à ce mysticisme que j'évoquais depuis le début, Mathieu Ricard. Alors, c'est pas parce que je me réfère à Mathieu Ricard que je suis un mystique, pas du tout. Mathieu Ricard, le secrétaire du Dalai Lama, m'a beaucoup aidé, impressionné. Je l'ai rencontré à Davos, au World Economic, plusieurs fois. Il m'a appris à méditer. Donc, je médite régulièrement, comme beaucoup de gens d'ailleurs, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais ça me permet maintenant de comprendre la relation entre la méditation et l'épigénétique. Je vous rappelle que l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes par son comportement. Nutrition, exercice, management du stress, plaisir de faire ce qu'on fait, harmonie du réseau social, familial et professionnel. Donc la méditation a un effet épigénétique. Et donc dans son livre, Mathieu Ricard, avec ce grand neurobiologiste Wolff, allemand, il décrit très très bien la relation entre le maintenant du soi et le futur du nous. Et c'est ça qui me passionne, c'est le maintenant du soi et le futur du nous. Comment, se changeant maintenant soi-même, on peut se changer globalement comme espèce humaine en relation les uns avec les autres. Et une dernière question pour clore ce mini portrait chinois. Une découverte scientifique pour vous, Joël de René, sans laquelle le monde que nous connaissons ne serait certainement pas le même. Eh bien, je viens de le prononcer, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une découverte globale qui date d'à moins de 20 ans, qui démontre que l'on peut agir sur notre vie. Le principe darwinien de mutation et de sélection naturelle, ça prend des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années.
avec l'épigénétique grâce à ma volonté, grâce à mon organisation, grâce à la discipline que j'accorde à ma nourriture, à mon sport et le faire avec plaisir, je peux changer ma vie et aider à changer la vie des autres. Donc je pense que ça, c'est une découverte fondamentale qui va impacter l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'éducation, puisque ça démontre à la base que la manière de le faire est aussi importante que le faire. Et on avait consacré ici même une émission à l'épigénétique. On va vous mettre le lien vers le podcast sur le fil Twitter de l'émission. On va revenir à votre livre, Joël de René, à cette deuxième partie, un plus prospectiviste, l'hyperhumanisme. Qu'est-ce qui vous gêne, parce qu'il y a bien quelque chose qui vous gêne, dans la pensée transhumaniste? Vous évoquiez Elon Musk tout à l'heure, vous le critiquez aussi. Oui, alors Elon Musk n'est pas vraiment un transhumaniste. Je pense que Stephen Brin de Google, Ray Kurzweil, qui a été repris par Google pour devenir leur directeur du développement, Aubrey de Grey, l'ingénieur anglais, qui écrivent beaucoup, et peut-être pas Laurent Alexandre, qui malgré qu'il ait écrit le livre La mort de la mort, ou qui parle tout le temps de euthanasier la mort et de vivre 1000 ans, est revenu un petit peu dessus. Donc, ce que je critique, je l'ai dit déjà plusieurs fois, dans le transhumanisme, c'est l'idéologie, c'est pas l'approche. L'approche transhumaniste cherche à voir comment on pourrait lutter contre la mort, comment on pourrait augmenter l'espérance de vie, comment on pourrait se maintenir en meilleure santé. Ça, je suis pour. Je suis d'accord que ça nous force à aller plus loin, les biologistes d'une part, les philosophes d'autre part. Mais l'idéologie transhumaniste, c'est-à-dire de transformer ce transhumanisme comme une sorte de dogme, qui risque d'être récupéré par ce que Michel Foucault appelait la biopolitique. Rappelez-vous, Michel Foucault a été un des premiers à attirer l'attention sur les ayatollahs de la biopolitique, en disant on va vous imposer, en disant de ne plus fumer, de mettre votre ceinture dans les voitures, à perdre votre liberté personnelle, et imposée par la politique. Donc ce que je critique dans l'idéologie transhumaniste, c'est qu'elle donne des munitions à la biopolitique ou à la politique en général pour nous conduire à aller plus loin, de pousser l'âge de la retraite à 95 ans, j'en sais rien, par exemple, grâce au progrès du transhumanisme. Et je l'ai dit souvent, je l'ai écrit, je pense que le transhumanisme est élitiste, parce que peu de gens pourront se payer les ajouts, les outils, les transplantations, les puces électroniques dans le cerveau qu'il propose. Deuxièmement, c'est une vision narcissique, elle se regarde dans le miroir de Narcisse, elle se concentre sur l'individu. Et troisièmement, c'est une vision égoïste, c'est chacun pour soi. Alors que la vision que j'ai moi, et que beaucoup d'autres gens ont, comme Edgar Morin notamment, ou Pierre Lévy avec l'intelligence collective, c'est l'interconnexion des individus pour faire justement, comme je le disais tout à l'heure, émerger des propriétés nouvelles dont on n'a peut-être pas encore idée maintenant. C'est ça que j'appelle l'hyperhumanisme, c'est l'émergence de ces propriétés nouvelles qui conduit à débloquer dans le cerveau humain des zones et des catégories qui aujourd'hui sont bien là, mais inhibées par la concurrence, la compétition, le nez sur le guidon, la volonté de survie plutôt que la volonté de partage. On va reparler de cet hyperhumanisme que vous appelez de vos voeux, que vous souhaitez, que vous décrivez dans ce livre. Mais puisqu'on parle de transhumanisme et d'hyperhumanisme, donc, on va vous soumettre à une petite expérience à l'aveugle. Quelqu'un vous pose une question, écoutez. Joël, vieux camarade, cette année, toi et moi, nous entrons dans notre dernière ligne droite. Imaginons que tes amis scientifiques te proposent d'être le premier humain à vivre 50 ans de plus. Tu leur dirais bien volontiers ou merci mais non merci. Voilà une question, vous avez reconnu votre interlocuteur. Oui, Jean-Louis. Servan-Schreiber. Jean-Louis Servan-Schreiber. Alors je leur dirais non merci. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on prend la caricature de vivre 1000 ans, par exemple, ça veut dire 300 ans d'adolescence, 300 ans de vie de formation, 300 ans de vie professionnelle, 300 ans, disons, de retraite. La vie se redécoupe comme maintenant, mais avec des périodes complètement ridicules. Donc, moi, je suis pour essayer de vivre le plus longtemps possible. Jean-Louis le sait, je l'ai dit, on partage les mêmes idées. On a écrit un livre ensemble qui s'appelait « Une vie en plus, la longévité, pourquoi faire ?» Donc, moi, j'espère vivre 120 ans, peut-être plus. Et je fais tout ce que je peux pour ça. Exercice, nutrition, amour, écoute des autres, tout ce que j'ai décrit dans mes livres. Si j'y arrive pas, je l'ai déjà expliqué aussi, c'est pour moi le pari de Pascal. Rappelez-vous, Pascal disait, on peut croire en Dieu ou pas croire, moi j'y crois pas, mais je vais pratiquer toute ma vie les principes que Dieu nous propose. Aimez votre prochain, faites le bien autour de vous, ne tuez personne, etc. Si je meurs après avoir fait ça, meurs heureux.
d'avoir eu une bonne vie et correspondant à des belles valeurs. Mais en plus de ça, si Dieu existe, je serai récompensé. J'irai au paradis. C'est donc du win-win, ce que ne savait pas Pascal. Donc moi, je dis ça pour la vie. Je pense que je vais vivre 120 ans, 140 ans. Je fais tout pour ça. Si je meurs dans un an, je suis mort avec mes idées, mes projets. Et si je vis 10, 20, 30 ans, 40, 50 ans de plus, je les ferai. Et on revient encore à une petite touche de mysticisme, je n'en démords pas. Un mot, Joël de René, vous croyez au postulat selon lequel l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né ? C'est ce que dit Laurent Alexandre dans ses conférences TED. Il fait des conférences Technology, Entertainment Design, et il regarde une salle de 500 personnes et il dit je vois qu'il y aura 8 ou 10 personnes qui vont vivre 1000 ans. Je crois que c'est en fait c'est de la provocation. Et je pense qu'il n'y croit pas lui-même. Mais je pense que d'arriver avec les moyens modernes, les technologies qui vont se développer de plus en plus, à essayer de pousser la vie le plus longtemps possible, ça va devenir un challenge extraordinaire, un véritable droit humain. Regardez, quand on dialogue avec des jeunes qui ont 18, 19 ans qui fument, et je leur dis, tu sais que ça va diminuer quand même ton espérance de vie. Moi, je m'en fous. Je préfère mourir à 60 ans que d'être dans un fauteuil roulant à 65, 75 et attraper la maladie d'Alzheimer ou Parkinson. Je préfère mourir d'un coup vite. Mais plus ils vieillissent, je les ai revus quand je leur parlais à 18 ans et qu'ils ont 30, 40, 50 ans, ils pensent qu'ils voudraient prolonger quand même un petit peu. Donc finalement, c'est un choix fondamental. Il y a ceux qui le peuvent, ceux qui ne le peuvent pas. Mais si on s'y prend suffisamment tôt, et si, comme tout à l'heure en parlant de l'épigénétique, je dis on sait qu'on peut faire quelque chose pour soi, alors on voit qu'on progresse en âge, on ne perd pas tellement en intellect, on ne perd pas tellement sur le plan physique, si on s'entretient physiquement, si on fait du sport et de l'exercice. Et donc c'est un bonheur. C'est comme un escalier qu'on monte. Je dis toujours à mes amis qui disent « mais tu sais, la vie c'est un escalier qu'on descend, il y a un trou en fond, c'est une tombe, on le met dedans, on s'enferme et puis on met des fleurs dessus ». Je dis « pas du tout, la vie c'est un escalier qu'on monte ». Pourquoi ? Parce que chaque marche, elle est chargée de l'investissement de toutes les marches précédentes. Investissement humain, investissement émotionnel, investissement personnel, scientifique. Et donc on monte vers l'inconnu, mais on monte en même temps avec son bagage personnel et qu'on ne garde pas pour soi, qu'on donne aux autres. Le meilleur moyen de durer, c'est de donner. Parlez-nous un peu de cet hyper-humanisme que vous avez abordé. Comment est-ce que vous l'envisagez ? Quel est le futur que vous voyez à cette humanité ? Alors d'abord, je vais donner un exemple que tout le monde connaît, c'est la machine mécanique qui a permis de relayer l'homme de sa force physique. Et la machine mécanique a fait peur, on l'a beaucoup critiquée au début, elle permet la survie de l'homme. La charrue pour labourer, les métiers à tisser pour aller beaucoup plus vite dans son métier, soulager la force humaine avec le tracteur, etc. Donc la machine mécanique, en allégeant l'homme de cette survie liée à sa force physique, a permis de développer d'autres qualités humaines que simplement la force physique pour survivre, notamment l'art, la musique, la philosophie, la littérature, la poésie, la relation aux autres, mais aussi les guerres, il faut bien le dire, il y a les deux. Eh bien, je pense que l'intelligence artificielle et surtout le deep learning, qui est la nouvelle forme de l'intelligence artificielle qu'on appelle forte, qui reconnaît les visages, qui permet la traduction automatique, qui pourra s'intégrer dans des puces très petites qu'on portera sur soi avec des chatbots, des robots, des assistants intellectuels proactifs qui nous parleront, feront de nous des êtres symbiotiques, c'est ce que j'ai décrit en 95 dans mon livre L'homme symbiotique, c'est des êtres symbiotiques en symbiose avec notre environnement qui nous augmente, qui nous rend plus intelligents. Nous le sommes déjà en partie aujourd'hui. Un exemple qui n'est pas l'intelligence artificielle, c'est le smartphone. Le smartphone qu'on a dans nos poches, c'est non seulement un PC extrêmement puissant, mais c'est surtout ce que les gens oublient, une télécommande universelle. Avec ce smartphone, je peux cliquer dans l'environnement, allumer quelque chose, recevoir une vidéo d'un objet, cliquer sur un QR code, sur une puce RFID. Et qu'est-ce que fait cet environnement intelligent ? Il m'augmente. Donc déjà, une femme ou un homme, aujourd'hui avec son smartphone, devient un être augmenté. Alors imaginez ce que ça va être quand le deep learning sera porté sur nous, avec des outils métables et pas seulement des outils portables, en symbiose avec l'écosystème numérique dans lequel il est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? Il y a une grande crainte aujourd'hui, c'est que les robots prennent le travail humain. Les robots, c'est l'un des enjeux de la campagne présidentielle d'ailleurs. Grand enjeu dans la campagne présidentielle dans beaucoup d'endroits du monde en ce moment. Les cols bleus sont déjà pris par les robots qui assemblent des voitures, qui assemblent des téléviseurs, des ordinateurs. La question, est-ce que ça crée autant de jobs que ça en perd ? On pourra en parler, mais je ne réponds pas tout de suite. Et il y a la crainte de perdre du boulot des professions intellectuelles. Notaires, avocats, médecins, professeurs, consultants, journalistes. Et la réponse est, il y a un risque, mais si nous vivons d'abord en complémentarité
avec les outils de l'intelligence artificielle, portés sur nous ou à côté de nous, et ensuite en symbiose, c'est-à-dire en totale interface avec eux, alors nous pouvons devenir des hommes et des femmes augmentés dans nos métiers. Vous dans votre métier de journaliste, moi dans mon métier de professeur, d'enseignant ou de consultant, ou un médecin. Donc je ne vois pas du tout l'intelligence artificielle comme une crainte qui va nous supplanter, comme la voit Bill Gates, Elon Musk ou Stephen Hawking. Je la vois plutôt comme un nouvel outil qui nous fera changer d'humanité. Changer le cerveau, débloquer dans le cerveau des cases comme celles que la machine mécanique a débloquées par rapport à la force physique. Mais vous n'êtes pas du tout inquiet justement que du tour que prend la recherche, l'évolution, la mainmise d'un certain nombre de géants de l'informatique sur nos données personnelles, nos données médicales, sur la privatisation de l'individu? Si. Très inquiet. J'arrête pas de l'écrire ou de le dire dans mes conférences. Les GAFAMA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, collectent sur nous du big data, puisque c'est leur métier. Leur métier, c'est pas de faire de la pub, c'est de collecter de la valeur ajoutée que nous créons chez eux et qui revendent à d'autres. Et vous savez que Google souhaite stocker dans des bases de données énormes le big data de tous les gènes humains. Pourquoi stocker les gènes de l'humanité? C'est en les comparant avec le deep learning, avec l'intelligence artificielle, c'est de voir dans des maladies différentes quels sont les points communs entre des enzymes ou entre des protéines. Et à partir de ces points communs, faire ce qu'on appelle la médecine 4P, prédictive, personnalisée, préventive, participative. C'est une belle idée. Mais en même temps, stocker dans des bases de données nos gènes, c'est beaucoup plus que de hacker nos emails. Vous vous rendez compte? C'est pas seulement des trucs qu'on dit, c'est des trucs qu'on est. Et donc de hacker notre personnalité biologique, c'est épouvantable. Donc oui, je suis inquiet. Oui, j'essaye de lutter contre ça. Et j'essaye de lutter aussi avec beaucoup d'autres à l'échelle mondiale en ce moment contre l'explosion des monopoles numériques. J'ai dit lutter, c'est pas un très bon mot. Je devrais dire compenser, équilibrer. Parce qu'on a besoin d'eux. Moi, j'ai besoin des moteurs de recherche de Google. J'ai besoin des livres que j'achète sur Amazon. Mais en même temps, s'ils vont trop loin, et on vient d'essayer de donner quelques pistes où ils vont trop loin, je pense que nous, avec les réseaux sociaux, les mêmes outils qu'eux, nous pouvons pratiquer ce que j'appelle la CYB version, C-Y-B-V-R-S-I-O-N, ou le cyberboycott, la possibilité de leur expliquer qu'on est là et qu'on a une force aussi. On a une force de co-régulation citoyenne participative. Le mot est un peu grand. Je reconnais qu'il est un peu politico-technocratique, mais il dit bien ce que je veux dire. La co-régulation citoyenne participative, le fait que connectés entre nous et d'accord entre nous, on peut opposer une force très puissante à ces monopoles numériques en train de se créer. Mais vous voyez bien que malgré tout, les pratiques courantes justement, que ce soit dans la consommation numérique, sur les réseaux sociaux, ne vont pas dans ce sens-là. Là, on va plutôt vers la facilité, on va plutôt vers de plus en plus on confie de plus en plus facilement nos données personnelles sans rémunération, sans rien, sans contrepartie. Enfin, vous voyez bien que cet Internet-là, qui sera un Internet open source, participatif, citoyen, il n'est manifestement pas tout à fait de poids à lutter face à ces géants d'Internet. Non seulement il n'est pas de poids à lutter, mais il est manipulé par justement ces grandes puissances numériques qui nous utilisent. Alors il y a deux choses qu'il faut constater. La première, c'est que ces entreprises du numérique, ces monopoles, sont devenues des entreprises, en quelque sorte, des entreprises mondiales, mais en fait, nous sommes des États-nations. Eux, ils sont devenus des entreprises-États, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Et ils ont le cash, ils ont la capitalisation boursière qui leur permettrait de racheter toute l'industrie automobile française ou Air France en un clic. Donc, ils sont des entreprises-États. Face à ça, les États ne sont pas adaptés, puisque nous sommes des États pyramidaux, alors qu'ils sont complètement transversaux. Et donc, on n'arrive pas à leur imposer de payer leurs impôts dans les pays, on ne peut pas leur imposer non plus le droit à l'oubli. Le seul moyen, on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec mon mot politico-technocratique, c'est la co-régulation citoyenne participative. Or, comme vous voulez le dire très bien, on sent que potentiellement c'est là, mais on a un sentiment diffus du pouvoir, mais on n'a pas encore le sentiment pratique de ce pouvoir-là. Or, on a réussi à le faire pour montrer par Twitter ou par des réseaux sociaux ou par Facebook, de dénoncer des politiciens véreux, des journalistes payés par des corrupteurs. On a réussi à le faire. Donc, en petit, faisons-le en beaucoup plus grand,
Mettons-nous d'accord, il y a une piste, elle n'est pas encore suffisamment explorée, mais elle est là. Il faut aussi adresser le fait que ce développement technologique, il est très très dissymétrique. Il nous touche, nous ici, en position d'hommes blancs occidentaux, mais ça n'est pas le cas partout. Et on est loin d'une répartition harmonieuse du progrès sur l'ensemble de la planète. C'est vrai, mais ça change tellement plus vite. Rappelez-vous ce qu'on disait sur les téléphones portables ou sur les paraboles de télévision. Incroyable, voyager dans les pays dits en développement jadis, vous voyez des paraboles partout, vous voyez des gens assis devant une favela avec un téléphone portable. Eh bien, ce qu'on est en train de voir, c'est que le portable est en train de devenir le terminal d'Internet du monde entier. Et avec la volonté de Google, de Facebook et d'autres d'avoir Internet global, sur toute la planète, grâce à des ballons, des satellites ou d'autres moyens, ça va se développer de plus en plus. Donc ça va nous rattraper beaucoup plus vite qu'on le croit. Pour conclure, dans les quelques minutes qui nous restent, et puis finalement ça aura été un peu mon fil conducteur tout au long de cette heure que nous avons passée ensemble, je vais conclure par un autre épigraphe de votre conclusion, qui est un épigraphe d'Albert Einstein, une fois de plus. Le voici: ma religion consiste en une humble admiration envers l'esprit supérieur et sans limite qui se révèle dans les plus minces détails que nous puissions percevoir avec nos esprits faibles et fragiles. Cette profonde conviction sentimentale de la présence d'une raison supérieure se révélant dans l'univers, voilà mon idée de Dieu. Il y a bien quand même une touche de mysticisme là-dedans, en citant Moi, je ne parle pas d'esprit supérieur, pas que je récuse ce mot, mais il n'est pas du tout, il ne fait pas partie de mon vocabulaire et de ma pensée. Mais néanmoins, on peut l'appeler comme on veut. Richard Dawkins, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Pour en finir avec Dieu, The God Delusion en anglais, disait: si vous aimez les papillons, vous trouvez ça magnifique. Si vous trouvez que les abeilles qui butinent de fleur en fleur, c'est la plus belle chose du monde, que la queue du paon est magnifique, ainsi qu'une aurore boréale. And if you call it God, si vous l'appelez Dieu, ça ne me pose pas de problème. Eh bien, moi qui suis un scientifique agnostique et un spiritualiste laïque, ça ne me pose aucun problème qu'Einstein parle un esprit supérieur. Pour conclure, Joël de René, c'est une lutte, une âpre lutte de garder ce que vous dites, alors pas de l'optimisme, mais cet aspect positiviste, constructif et pragmatique quand on voit aujourd'hui, une fois de plus, l'état du monde. C'est une lutte quotidienne dans le monde d'aujourd'hui, puisque comme vous le savez, je l'ai écrit plusieurs fois, le cerveau est beaucoup plus programmé pour la survie que pour le bonheur, donc il retient beaucoup plus les mauvaises nouvelles que les bonnes. L'adrénaline et le cortisol de la catastrophe amplifient la mémoire. Quand on fait des sondages, donc on répond tout de suite sur les catastrophes et les horreurs qu'on a vues. Donc les médias que nous avons, c'est pas une critique que je leur fais, amplifient encore ce sentiment catastrophique du monde qui vient. Donc effectivement, c'est un combat, un surf positif avec plaisir sur la vague du futur. Merci beaucoup. On a retenu que c'est l'allégorie du jour, surfer sur la vague du futur. Voilà, vous pouvez en tout cas surfer sur Amazon ou plus aussi également dans la petite librairie en bas de chez vous, dans la librairie indépendante, pour trouver le livre de Joël de René. Je cherche à comprendre. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les émissions et toutes les chroniques sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, Céline Lezen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Milena Elig à la réalisation, Youtou Diego Ac Lopez à la technique et Victor Buton au droit d'auteur.